Bienvenue à tous. Je suis très heureux d'animer cette table ronde avec un sujet qui me tient vraiment à cœur. L'ISR, la question d'aujourd'hui, ça va être ISR ou ne pas l'être. C'est hautement philosophique. Et pour ça, on a 4 intervenants de qualité. Je vais vous laisser vous présenter. Anne-Claire, si vous voulez commencer. Anne-Claire Ababine, donc je travaille chez Sycomore Asset Management, je suis gérante sur les stratégies environnementales et également spécialiste des questions ISR. Et Sycomore Asset Management, on est une société de gestion entrepreneuriale spécialisée dans l'ISR avec 83% de nos actifs sous gestion qui sont ISR ou équivalents. Marie. Bonjour à tous, je suis Marie Valbaum, je suis spécialiste en solutions d'investissement responsables chez AXA Investment Managers, merci. Donc je suis en charge de tout ce qui est développement commercial et nouveaux produits pour AXA Investment Managers. AXA IM, donc c'est une grande maison d'asset management. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur l'investissement responsable et on a à cœur d'intégrer de plus en plus les facteurs extra-financiers dans nos produits, que ce soit pour nos clients dédiés ou les fonds ouverts. Et à ce titre, on a aujourd'hui 88% de nos actifs sous gestion qui sont classifiés sous l'article 8 et 9 de la régulation européenne SFDR. Donc le travail continue et de plus en plus fort. Bonjour, Bassel Chougari, je suis gérant Action Internationale chez Montpensier. Montpensier, c'est une société de gestion entrepreneuriale et nous avons aujourd'hui 96% de nos encours qui sont labellisés et quasiment l'ensemble de nos fonds est article 9. Donc c'est mon tour. Laurent Jacquier-Laforge, bonjour à tous. Je représente ici la Française Asset Management. Je suis en charge de toutes les questions liées à la durabilité. On va parler de tous ces mots tous ensemble, donc lesquels il faut retenir, nous verrons ensemble. La Française Asset Management, vous connaissez, hein, c'est en gros moitié-moitié des valeurs mobilières et de l'immobilier. Et l'ensemble est aussi très marqué par son caractère soutenable et durable. Mais on va revenir sur tous ces sujets. Oui, justement, revenons-y. SFDR 8, 9, 6. C'est vrai que cette année, on a eu une nouvelle couche de plus. Parfois, on s'y retrouve pas tellement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus succinctement? Mais je pense que c'est important de commencer par une petite définition de l'ISR. Alors, une définition, on la cherche encore, donc j'ai compris que celle-là était pour moi. La définition de l'ISR, elle reste, ce qu'est un investissement durable reste à définir. Hein. Vous verrez, on a des débats infinis avec l'AMF sur ces sujets et vous allez être très très rapidement concernés puisqu'il va falloir que vous demandiez à vos clients quelles sont leurs préférences de durabilité. Alors, reste à définir ça aussi. Peut-être s'il fallait résumer les choses, d'abord de la finance durable, on en fait depuis longtemps, on l'appelait finance responsable, mais on s'est aperçu quand même qu'on était suffisamment responsable avant d'être durable. Et je dirais que le mouvement d'accélération, il est très clairement lié au réchauffement climatique, à l'accord de Paris. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est vraiment l'élément déclenchant qui fait qu'on est passé d'un stade de laboratoire avec quelques gens convertis à quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus systématique et avec des réglementations. En fait, la rue a pris conscience quand les scientifiques ont expliqué ce qui se passait. Cette prise de conscience, elle est arrivée aux politiques et il est clair que le politique aujourd'hui agit sur le régulateur, quel qu'il soit, européen ou français en l'occurrence en ce qui nous concerne. Et on a toute une série de réglementations qui s'imbriquent plus ou moins bien, qui se chevauchent largement. Mais s'il fallait les résumer, je mettrais en avant évidemment SFDR, puisque vous parliez des articles 6, 8 et 9. Donc SFDR, c'est basé donc sur le terme de disclosure. Il s'agit de dire ce que nous faisons en matière de finances durables. Et il y a tout un tas de définitions, de rapports. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir ce que les sociétés font, vous savez qu'il y aura un rapport qui, chaque année, sera un rapport SFDR à publier, qui vous expliqueront ce que les sociétés d'asset management font. Donc ça, c'est la réglementation européenne. Elle s'appuie sur des notions, on ne va peut-être pas rentrer dans ce genre de détail, mais enfin, c'est plus qu'un détail d'ailleurs, mais sur des concepts liés autour de la taxonomie, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera aligné sur l'accord de Paris, par exemple, sur aussi d'autres éléments comme MiFID II que j'évoquais tout à l'heure.
Et puis, il y a l'interprétation locale, en fait française. L'AMF a établi une doctrine, elle s'appelle 2020-03, parce que c'était l'année dernière en mars, même si elle a été corrigée durant l'été. Et puis, au-delà de cette doctrine, il y a ce qu'on appelle, et c'est très important pour nous tous ici, qui s'appelle l'article 29 de la loi énergie-climat, où là, véritablement, la France surinterprète SFDR, et nous propose et nous impose, en fait, pour dire les choses un peu plus clairement, là aussi de produire des rapports sur les fonds et sur ce qu'on appelle les entités, en fait, sur nos sociétés de gestion. Et chaque année, grâce à cet article 29, vous aurez un rapport de la part des sociétés de gestion qui, là aussi, et de façon plus détaillée, prendront position sur la façon dont elles traitent ces questions d'investissement durable. Sur les alignements, sur des questions très spécifiques à l'article 29 qui tournent autour du climat et de la biodiversité. Et voilà, et sur ces ensembles de sujets, les sociétés de gestion auront l'obligation de publier tous ces éléments. Ce qui font que pour vous, si vous voulez savoir ce que font chacune des sociétés de gestion que vous retenez dans la distribution de produits, eh bien vous pourrez, grâce à ce document, aisément, plus ou moins aisément, avoir une vue concrète de ce qui est mis en œuvre. Les moyens, les principes, tout est à peu près balayé, je crois. Voilà en quelques mots comment je vois la réglementation, c'est-à-dire un empilement d'initiatives avec une obsession, je lisais encore ce matin, on l'a tous lu, que même l'Inde était en train de vérifier ce point, lutter ce qu'on donne en bon français comme étant le greenwashing. Donc c'est l'angoisse des régulateurs, c'est en gros essayer de vous vendre quelque chose qu'on ne fait pas. Donc on l'a vu pour la performance, on l'a vu pour le risque, et aujourd'hui le point se pose très précisément sur les sujets liés à la durabilité. Merci. Voilà en gros. Et du coup les labels... Les labels, déjà, il faut garder en tête que c'est quelque chose de local. Tous les pays, aujourd'hui, n'ont pas établi de label. En France, on a été précurseur. En Europe, globalement, j'ai en tête notamment la Belgique, qui est très en pointe sur son label de durabilité. Alors, c'est une bonne chose, encore à ce stade, puisque je pense que ça donne des repères aux investisseurs. Ça a été mis en place il y a longtemps, et on sent quand même une certaine familiarité des clients avec cette notion de label. Ceci étant, on a tous à souhaiter, malgré la charge de travail que ça représente, que la réglementation soit de plus en plus, évidemment contraignante, c'est son but et son rôle, mais de plus en plus claire pour justement donner au marché ce standard qui nous manque tous. En effet, Laurent le mentionnait, comment définir l'ISR ? Aujourd'hui, bien malin, celui qui sait le faire de manière globale. Donc on doit reconnaître quand même à ces labels une sorte de vertu de repères, et il faut reconnaître également qu'ils ont su évoluer au fil des réglementations et des besoins aussi de nos clients en matière de durabilité et de transparence des données d'investissement. D'accord, merci. Et peut-être qu'au-delà des labels, vous m'avez beaucoup parlé des modèles propriétaires, achats de données externes. Alors, désolé, on fait un peu de sémantique, c'est juste le début, après on rigolera un peu plus. Est-ce que, je pense qu'Anne-Claire, votre maison a été connue pour son modèle, une précurseur. Voilà, c'est un vrai sujet, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors, un des pendants de la réglementation qui est en train de s'accélérer, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus besoin de data ESG, donc ESG, environnemental, social, gouvernance. Des data, ça veut dire c'est des données, elles ne sont pas forcément quantitatives, mais de toutes sortes, c'est des points d'entrée, une matière première. Une fois qu'on a dit ça, comment on utilise ces données ? Alors, modèle propriétaire ou modèle acheté en externe, je vais dire en fait, peu importe, à la base, la matière première reste la même, c'est qu'est-ce que fait une entreprise lorsqu'elle s'adresse à ses employés, lorsqu'elle s'adresse à l'environnement, lorsqu'elle s'adresse à la société civile et lorsqu'elle s'adresse à ses actionnaires. Chez Sycomore, ensuite, nous, on a décidé de bâtir à partir de cette donnée des modèles propriétaires. Donc le modèle de Sycomore, c'est un modèle qui est organisé depuis 2015 en parties prenantes. Et le modèle s'appelle SPICE. SPICE, le S, c'est pour société et suppliers, donc la société, les fournisseurs. Le P pour people, donc les ressources humaines. Le I pour investisseurs.
qui inclut également les questions de gouvernance d'entreprise, le C pour client ou customer et le E pour environnement. Et chacune de ces parties prenantes est traitée dans un modèle d'analyse à 360 degrés dans lequel on inclut l'analyse fondamentale classique d'une entreprise, c'est-à-dire comprendre son activité, son modèle d'affaires et ce qui va être la base pour nos projections financières, mais également la manière dont elle interagit avec ses parties prenantes. Et donc je disais en début de propos, peu importe en fait d'où vient le modèle, ce qui est important, c'est pas la matière première, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait et comment on l'interprète. Donc il faut savoir avec son modèle qu'est-ce qu'on cherche à démontrer. Est-ce que ça nous sert à faire une meilleure analyse financière ? Auquel cas, c'est ce qu'on appelle de l'intégration ESG. Je suis désolée pour le jargon, mais en fait, ça signifie tout simplement faire un bon travail d'analyste financier et de gérant derrière, en intégrant tout ce qui importe pour les performances économiques et, in fine, les performances boursières d'une entreprise. Et ensuite, on peut chercher à partir de ces modèles à avoir une démarche plus vertueuse. Donc là, c'est là où on rentre dans l'ISR, l'investissement socialement responsable, et où on a une démarche proactive pour avoir une recherche d'impact positif sur la société ou sur l'environnement ou pour des considérations éthiques. Et là, c'est chacun, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de définition universelle, qui va placer le curseur en fonction de la sensibilité de son épargnant final, en fonction des sujets qui peuvent lui tenir à cœur et en fonction de ce qui va faire sens à la fois dans sa perspective de rendement financier et également dans sa perspective de retour pour la société au sens large dans lequel j'inclus l'environnement. Merci Anne-Claire. Et Marie, chez AXA, vous fonctionnez comment ? Alors, chez AXA, on a un modèle propriétaire aussi, mais qui s'appuie principalement sur des données MSCI. Ensuite, là où je rejoins Anne-Claire, c'est que aujourd'hui, la donnée, quel que soit le modèle de l'asset manager, finalement, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi ? Parce que si on propose à nos clients une solution d'investissement dite responsable, eh bien, quelque part, il faut le prouver, il faut le quantifier. Donc aujourd'hui, oui, il faut une attention toute particulière à la qualité, à la sélection de nos fournisseurs de données. Et finalement, venir challenger l'asset manager sur son modèle, est-il propriétaire externe, pour moi, c'est pas le cœur du sujet. Ce qu'il faut, c'est que l'asset manager soit en mesure de démontrer la qualité des données sur lesquelles il s'appuie dans, en effet, l'intégration des données extra-financières. Et c'est un travail qui est long, qui est fastidieux dans la sélection de nos data providers et qui est mouvant, et là on l'a vu, SFDR en est la parfaite illustration, avec l'émergence de données qui sont pas utiles, qui sont obligatoires à être utilisées par les asset managers, et ensuite on va voir toute une diversification des données en fonction du produit que l'on va proposer, à savoir s'il est simplement entre guillemets, ESG intégré ou dans quelque chose de très avancé, dit d'impact ou durable. Merci. Et alors chez Montpensier, Bassel, vous... Alors chez Montpensier, je vais commencer par m'excuser auprès des économistes parce que j'ai fait des études d'économie et on avait des modèles comme le modèle ISLM qui était magnifique et puis dans la vraie vie ne fonctionnait pas forcément. Et je pense qu'il faut éviter de tomber dans certains écueils quand on parle de ESG pour une raison qui est simple, c'est qu'à la base, c'était mentionné tout à l'heure et d'une manière très intéressante, c'est qu'il y a une demande de la part des clients. Et regardez autour de vous, les gens voulaient consommer local, bio, veulent de l'économie circulaire et commencent à se poser ces questions pour leur épargne. Et c'est pour ça que nous sommes là pour leur proposer ces solutions-là. Et c'est très important d'avoir le reporting et la transparence pour démontrer à nos clients qu'on leur fournit le produit qui est demandé. Mais l'idée, c'est pas non plus d'aller complètement se prolonger, c'est pas de construire le modèle ISLM de l'ESG. Et clairement, c'est extrêmement important d'avoir une approche ESG qui va être intégrée à la gestion. Et la raison est simple, c'est que chez Montpensier, on part du principe qu'on veut investir dans des entreprises chez qui l'ESG fait partie intégrante de la stratégie. Et donc, on applique ce principe-là à nos gérants. Nos gérants ont pour objectif d'avoir une vue sur l'ESG. Nos équipes ESG font tous les meetings avec les gérants, même lorsqu'il ne s'agit pas de meeting ESG, pour que vraiment il y ait une approche vraiment synergétique et qu'il y ait une vraie intégration des critères. Merci. Et à la française, du coup. Et à la française, que fait-on ? En fait, quand j'entends tout se dérouler, je me rends compte qu'il y a en gros, selon moi, trois grandes étapes. D'abord, les gens qui sont précurseurs,
Je crois qu'on en est à peu près, on en fait à peu près tous partie, si connaissant un peu le modèle des uns et des autres. Et on crée son propre modèle simplement parce que la donnée n'est pas disponible. En fait, une des caractéristiques de cette réglementation, c'est qu'on a mis un peu les choses à l'envers, le fameux charrue avant les bœufs, enfin vous appelez ça comme vous voulez, puisque finalement on a l'obligation d'intégrer des éléments et des informations extra-financières, mais en fait les entreprises ne les publient pas. Ou très peu en publient, ou elles les publient petit à petit de plus en plus. Donc la réglementation qui s'impose à nous, elle va aussi s'imposer aux émetteurs et aux entreprises. On va petit à petit avoir toute une série d'informations qui aujourd'hui ne sont pas toujours disponibles. Mais quand elles ne sont pas disponibles, vous inventez des modèles, simplement parce qu'elles ne sont pas disponibles. Et puis il y a la deuxième phase, je crois qu'on en est à peu près là, c'est des prestataires. On a parlé de MSCI, mais il y en a il y en a plein en fait. Il y a beaucoup d'Américains ont racheté des petites boutiques qui étaient spécialisées dans ces sujets. Et aujourd'hui, puisque vous avez l'obligation avec SFDR, comme vous le mentionnez, de donner ces informations, alors on achète ces informations à ces boutiques qui ont été reprises par des plus grands groupes. Et vous allez faire des chèques, j'allais dire, suffisamment sensibles, ce qui fait que pour une société de gestion, c'est un investissement relativement lourd. Nous, par exemple, à la Française, nous avons une dizaine de personnes à Londres qui travaillent que sur ces sujets. Faire fonctionner un bureau à Londres de 10 personnes qui intègrent ces données, c'est un budget qui va être autour de 2 millions d'euros. Donc il faut quand même investir. Troisième phase, je crois qu'on entre petit à petit dans cette phase, et ça c'est une analyse qui m'est très personnelle. Je pense qu'on va retrouver les classiques distributeurs d'informations, les Bloomberg par exemple, typiquement, vont être capables de collecter ces informations quand elles seront émises par les entreprises, et alors elles deviendront disponibles. Et je pense que ces boutiques intermédiaires qui auront fait le chemin entre nos premières estimations et ce qui sera donné par les entreprises vont avoir un rôle probablement un peu plus secondaire, si ce n'est qu'on se posera toujours tout un tas de questions. Et pour moi, ces questions, et vous parlez d'économistes, je pense que c'est important, c'est le sujet que les économistes appellent les externalités. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pompait de l'eau, on pompait de l'air, on rejetait des tas de choses et finalement, on s'en souciait pas beaucoup, ça n'avait pas de prix. Ça n'avait pas de prix parce qu'on ne le payait pas, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un prix qui est petit à petit intégré dans la valeur économique et finalement, on est en train de changer de modèle, mais très profondément. C'est-à-dire que non seulement on va s'intéresser à Tesla par rapport à qui vous voulez, à Peugeot, à Renault, à Volkswagen, mais aussi on va probablement devoir travailler sur des concepts macroéconomiques plus larges. C'est-à-dire que, à mon sens, et c'est aussi notre démarche, le réchauffement climatique va définitivement changer la façon de produire, de consommer. Vous l'évoquiez avec tout un tas de produits classiques. Tous les secteurs de l'économie vont être touchés. Ceux qui s'adaptent et ceux qui ne s'adaptent pas. Ceux qui participent à la transition et les autres. Et petit à petit, ce coup, on va le trouver. Et on le trouvera d'autant plus qu'il y aura un prix pour le carbone qui nous sera imposé, soit par un marché, soit par une taxe. Donc tous ces éléments font que, en tout cas, nous considérons et nous travaillons sur un modèle d'allocation lié au climat qui fait que les grandes données macroéconomiques sont en train de changer et que notre monde est en train de changer. Donc à la question, est-ce qu'on intègre de l'ESG ou pas, je crois que ça serait stupide de se poser la question, pourquoi ne pas le faire ? De toute façon, nous devons le faire et donc vous devez l'intégrer dans vos conseils, à mon sens en tout cas. Tout à fait, donc on en arrive logiquement à la question des risques financiers mais aussi extra-financiers. Oui, je peux dire un mot là-dessus, mais je pense que l'introduction est très bonne. Aujourd'hui, ne pas intégrer des considérations environnementales, sociales, gouvernance, c'est faire une mauvaise analyse financière. Lorsqu'on regarde, moi je travaille plutôt sur les domaines de l'environnement, ce que je vois, c'est que les entreprises qui sont extrêmement bien positionnées pour participer à la transition écologique, ce sont généralement des entreprises qui ont des croissances supérieures, soit parce qu'elles sont dans des marchés qui se développent, soit parce qu'elles gagnent des parts de marché sur celles qui ont des propositions qui sont moins vertueuses du point de vue de l'environnement. Ce sont des entreprises qui ont des clients qui sont plus fidèles, qui ont des chaînes de fournisseurs qui peuvent être plus résilientes, qui ont également, du fait de cet ensemble de paramètres, des profitabilités qui sont supérieures. Donc en fait, il ne faut surtout pas chercher à opposer les aspects ESG qui sont souvent dits comme extra-financiers ou non-financiers. Ils ne sont pas non-financiers. Ils font partie d'un modèle économique qui se
fonctionne en concomitance et fait partie d'une entreprise en tant que telle. Et donc c'est de cette manière qu'en appréhendant au mieux la matière première qui est le ESG, qu'on pourra faire des modèles qui sont les plus pertinents pour comprendre les entreprises, leurs performances et qui vont nous permettre de capter ce qui sont des primes de risque qui peuvent être des discounts ou des premiums vis-à-vis du marché qui se matérialisent soit par des bêtas qui vont être plus ou moins forts, soit également par des multiples qu'on est prêt à payer en tant qu'investisseur qui sont plus élevés et qui continuent de s'enrichir. C'est ce qu'on a vu, les multiples de Tesla n'ont rien à voir avec les multiples de Renault et c'est au regard de tout un certain nombre de paramètres qui ne sont pas complètement insensés non plus. Merci. Vous avez envie de réagir? Ou on passe directement à la question des performances, puisque c'est complètement lié. On voit que finalement... Oui, Laurent. Non, je voulais juste apporter une illustration à la notion de risque, puisque la moitié de notre activité, c'est l'immobilier. Il y a un risque réglementaire fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en France, à partir de 2022, on a la RE 2020. Bon, elle s'appelle 2020, mais ça s'applique en 2022. En gros, vous savez, c'est les performances énergétiques de vos bâtiments. Il y a des pays, il y a des régions, je pense notamment en Hollande, aux Pays-Bas, certaines régions. Si votre immeuble ne respecte pas les critères liés à sa performance énergétique, vous ne pouvez plus ni le louer, ni le vendre. C'est-à-dire que la valeur de votre immeuble dans vos actifs, elle s'effondre. Parce que finalement, il va falloir remplacer cette valeur avec des investissements pour le mettre aux normes. Donc le risque, et il est fort, le risque de ne pas tenir compte de ces éléments, il est trop important. Donc la notion de risque, c'était une question rapidement traitée, mais je pense qu'il faut véritablement l'intégrer dans nos sujets. Encore une fois, c'est la réglementation qui vient sanctionner. La société n'est pas prête à l'accepter de façon brutale immédiatement, mais petit à petit ça se met en place. N'oubliez pas toutes les histoires, on a commencé tous par ça. La notion de stranded assets, c'est les assets échoués, les actifs échoués. C'est un tiers des réserves pétrolières qui ne devraient jamais être extraites du sol. La valeur des grands pétroliers, elle change si les réserves prouvées changent leur valeur, même s'il y a un taux d'actualisation qui modifie légèrement leur valeur présente. Là-dessus, je me permets de compléter une minute, si vous permettez. Simplement, on a la vision micro qui est présentée par Laurent, qui est dire au niveau d'une entreprise, il y a un risque sur sa licence à opérer, sur les pénalités ou le prix des quotas carbone qui va s'appliquer. Il y a aussi un risque un peu plus macro, notamment quand on regarde la question de la transition écologique. C'est qu'aujourd'hui, l'IEA, donc l'Agence internationale de l'énergie, estime à 4 000 milliards de dollars qui doivent être investis par an pour réussir la transition écologique, sans quoi, je ne vous refais pas le dessin, mais si on dépasse les 2 degrés, ça devient à peu près catastrophique de manière systémique du point de vue environnemental. Et on considère aussi sur d'autres enjeux qui ne sont pas liés uniquement au gaz à effet de serre que les écosystèmes, donc la biodiversité, qui est en train de se dégrader, si on la laisse en état, en fait, on a la moitié du PIB mondial qui est à risque, puisque la nature fournit tout un tas de systèmes dont les entreprises profitent et sur lesquels on n'a pas mis de coûts jusqu'alors. Donc il y a aussi un risque plus top-down, si je peux me permettre, sur les questions. Et si on continue à occulter en tant qu'investisseur la manière dont on prend en compte ces problématiques, on risque effectivement d'avoir des modèles financiers qui ne fonctionnent absolument pas. Alors moi, en tant que CGP, je passe mon temps à expliquer à mes clients qu'il faut prendre plus de risques pour avoir plus de performance. Du coup, je suis en train de comprendre que c'est pas forcément vrai à vous écouter. Là, il ne s'agit pas justement de prendre plus de risques que nécessaire, mais de limiter des risques connus qui sont de l'ordre du financier et qu'on a tous eu l'habitude de manipuler pendant des siècles. Mais là, on fait face à l'émergence de risques qu'on ne connaissait pas et qu'on ne sait pas forcément gérer de bout en bout aujourd'hui. On parlait du risque de transition, on parle des risques physiques. C'est des choses avec lesquelles il faut que les gérants d'actifs composent pour justement limiter autant faire se peut les risques. Mais c'est pas vrai que dans la gestion d'actifs. Aujourd'hui, si je prends le cas de l'assurance et du groupe auquel j'appartiens, AXA, on est assez clair sur la question. Un monde à plus de degrés n'est pas assurable. Oui. Donc,
Si on fait une transposition sur le monde de l'asset management, on imagine bien que délivrer de la performance dans un monde 2 degrés, ça va également être compliqué pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, notamment Laurent sur son exemple assez simple et parlant des valeurs immobilières qui sont faciles à comprendre pour tout le monde. Bien finalement, votre bien valait 100 hier, eh bien il en vaut 0 aujourd'hui parce que il n'est plus transmissible de quelque manière que ça soit. Tout à fait. Et c'est valable d'ailleurs aussi en France, où il y aura des interdictions de louer bientôt. Complètement. Et les notaires ont sorti une étude sur les étiquettes énergétiques. C'était pour rebondir sur le fait qu'effectivement, c'est global. Et du coup, c'est de la performance, puisqu'on... Juste avant, j'aimerais revenir sur votre notion de risque, parce qu'il y a risque et risque. Il y a des risques qui sont bons à prendre, puisque typiquement, une entreprise qui disrupte un secteur, une entreprise qui est dans un secteur en croissance, vous avez envie de prendre ce type de risque. Le risque réputationnel, vous n'avez pas vraiment grand intérêt à prendre ce risque pour votre entreprise. Et donc, les entreprises vertueuses vont vous protéger de certains de ces risques qui, en soi, ne sont pas des bons risques et que vous voulez absolument exclure de votre portefeuille. D'accord, donc c'est à nous et vous. L'industrie doit repenser le risque et il y a du bon et du mauvais risque, c'est comme le cholestérol. Exactement, il y a des nouveaux risques et il faut les prendre en compte. Puisqu'en fait, on parle souvent de climat et puis on associe très vite l'ESG au climat, mais du risque climatique, il y a plein d'autres risques qui découlent. Il y a l'assurance, une augmentation de la sinistralité, mais en fait, dans un monde qui se réchauffe, vous allez avoir des ressources qui vont être détruites dans le monde, et donc vous allez créer de nouveaux problèmes, et donc de l'immigration climatique. Il y a toute une chaîne de risques et de problèmes qui sont inhérents au climat, et qui sont aussi de l'ordre du social, par exemple. Il n'y a pas que des problèmes purement climatiques, et est-ce qu'en Bretagne, il fera aussi chaud que dans le sud de la France ? Oui, tout à fait. Et du coup, en termes de performance, de résilience, comment se passe l'ISR ? Ça se passe plutôt bien, puisque c'est des entreprises qui ont moins de mauvais risques et donc structurellement vont être des gagnants. Et donc c'est clairement des gagnants à long terme et c'est une approche qui est extrêmement intéressante parce que dans tout ce qui est problématique ESG, on va avoir deux choses. On va avoir avant tout des investisseurs qui ont un rôle à jouer. Et en fait, ce rôle, c'est quoi ? C'est d'avoir un impact positif et de ne pas le faire au détriment de la performance. Et ces entreprises qui sont plus vertueuses, c'est le meilleur des deux mondes. C'est un profil avec de risques plus intéressants, dont la contrepartie est la performance, et un impact positif en même temps. Formidable. Pourquoi tous les CGP ne vendent pas que de l'ISR ? Pardon, c'est une question que je pose à la salle. Oui, Laurent ? Non, je voulais simplement dire que les études académiques, elles sont claires. ESG ou pas ESG, il n'y a pas de différence en fait. Enfin, en tout cas jusqu'à présent. En gros, on n'arrive pas à démontrer qu'un fonds ESG est plus performant, mais on n'arrive pas non plus à démontrer qu'il est moins performant. C'est-à-dire qu'en fait, de mon point de vue, c'est une couche d'analyse supplémentaire qui est une opportunité pour le gérant, qui, à mon sens, est même une obligation, mais ça, plus nous serons nombreux à le partager, plus ça se vérifiera. Mais finalement, c'est la qualité de la gestion qui prime, comme d'habitude. C'est-à-dire que vous avez une couche d'informations supplémentaires. Est-ce que vous l'interprétez bien ou pas ? Ça dépend de votre société de gestion, ça dépend du modèle, ça dépend de tas de choses. Mais on ne peut pas démontrer véritablement... Alors, on a tous un petit artifice qui était de passer par le risque en disant finalement, on enlève un petit degré de risque à performance égale, donc c'est plutôt mieux. Non, moi je crois qu'en gros, on vous donne une couche d'informations supplémentaires et la façon dont vous allez la traiter dépend de la qualité de votre société de gestion et de vos gérants et de vos modèles, le cas échéant, si vous travaillez sur la base de modèles. Mais en tout cas, une chose qu'il faut se sortir de la tête, mais alors sans aucun doute, et ça on sait le démontrer, un point de vertu en plus, c'est pas un point de performance en moins, en aucun cas. Donc considérez-le plutôt comme ça, comme une façon un nouveau type d'information qui est intégré dans les analyses. Enfin, moi j'ai fait des actualisations de cash flow pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je me pose la question sur des trajectoires climatiques. Ce sont des éléments fondamentaux. En fait, c'est quand je vous parlais d'externalité, on intègre cette nouvelle couche et elle est nécessaire puisque nous allons être nombreux à l'intégrer. Et donc ça devient un élément financier comme un autre, comme tu le disais, Anne-Claire, précédemment. Alors, donc voilà, à mon sens. Si je puis me permettre Alors, sur la performance, je rejoins assez Laurent sur le fait que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la boule de cristal chez les asset managers pour vous dire que le portefeuille ISR sera plus performant à horizon 3, 5, 10 ans. On a une conviction, ceci étant, sur l'aspect vertueux des acteurs dans lesquels nous investissons et on se dit assez intuitivement que
on fait plutôt le bon choix. Il y a quelque chose quand même qu'on peut constater, et c'est la période de la pandémie Covid qui a pu nous permettre cette analyse. Alors dans des circonstances dont on se serait bien passé évidemment, mais sur le premier semestre de la crise de Covid, donc en 2020, on a pu constater quand même une meilleure résilience des portefeuilles ISR. Alors ils n'ont pas performé énormément plus que leurs pairs. Simplement, on a pu constater donc une résilience en ce sens qu'on a pu gérer la volatilité et finalement avoir une stabilité de nos investissements meilleure sur les actifs dits ISR, ce qui n'était pas forcément le cas sur les classes d'actifs classiques. Et ça, c'est assez rassurant et ça nous donne quand même des bons indices pour un futur plus lointain. Et ça nous conforte, je pense, tous dans nos convictions sur aller chercher des vertus dans les entreprises dans lesquelles nous investissons et intégrer, encore une fois, dans nos prises de décision, plus en plus de critères E, S ou G et ces facteurs de risque nouveaux dont on parlait précédemment. Je voulais juste rajouter une petite ainsi, je ne peux pas me retenir. Mais non, mais c'est la notion. En fait, ESG, c'est presque trop large. À l'intérieur de l'ESG, il y a des facteurs de marché. Hein. Ça peut être les taux, ça peut être. Et par exemple, nous estimons que le prix du carbone est un facteur. C'est-à-dire depuis 2014, je peux vous démontrer que les sociétés qui ont une attitude, ouverte à la notion de transition énergétique, elles ont plutôt une performance meilleure que leur pairs. Et ça, on arrive à le démontrer. Donc ESG pris ensemble, c'est un ensemble pour moi qui est un peu trop large. À l'intérieur du E, pour moi, il y a l'environnement. À l'intérieur de l'environnement, il y a la notion du prix du carbone. Et c'est pour ça, vous allez bien, et c'est pour ça que, par exemple, on a lancé une gamme qui s'appelle Carbone Impact, parce que véritablement, il y a un lien direct entre ce facteur et les performances de marché. C'était juste pour ajuster ce point. Je suis désolé, je ne vais encore pas être entièrement d'accord. Mais en fait, d'abord, la comparaison est toujours un peu compliquée parce qu'aujourd'hui, il y a 6% des fonds dans le monde qui sont ESG, donc c'est minime. L'univers des entreprises qui, en fait, comprennent les vertus et qui se convertissent est grandissant, et ça marche aussi du côté des asset managers. Et là où je pense clairement qu'il y a un potentiel à long terme, c'est que la performance vient de quoi ? Elle va venir en partie des... En fait, on a trois choses. On va avoir les bénéfices des entreprises, les dividendes et le multiple que Benjamin Graham appelle Mr. Market, et ça va dans tous les sens. Mais ce qui soutient, en fait, généralement, quand vous avez des bénéfices et des dividendes, c'est les flux. Et si on prend les logiques des flux, en fait, les flux en ESG, l'année passée, c'était 120 milliards de décollecte dans la catégorie actions, actifs-passifs, et 100 milliards d'inflow dans la catégorie ESG. Donc un flux positif. Cette année, on est déjà à 250. Et on a eu 52 semaines d'affilée de collecte positive, ce qui n'est pas le cas pour les actions. Et clairement, c'est ce qui va permettre de soutenir une tendance positive. Et quand on a une logique de flux, pour moi, les investisseurs, c'est un peu des chercheurs d'or. Et les CGP, en fait, on a une boutique et on vend des pelles et des pioches. Et on était sur la route de la diligence et on vend nos pelles et nos pioches. Arrive le train. Il y a deux choix qu'on peut faire. On peut rester sur le chemin de la diligence et espérer que les gens descendent du train et font un détour pour acheter des pelles et des pioches, ou on déplace notre magasin là où est le chemin de fer, là où sont les flux, et on propose en fait les solutions pour capturer ces flux. D'accord. Donc effectivement, et les plans de relance, est-ce que ça fait partie des flux? Les institutionnels, on entend beaucoup dire que les instituts regardent énormément à travers le spectre de l'ESG, voire uniquement à travers le spectre de l'ESG. Alors il y a les plans de relance, mais en fait c'est un ensemble de choses. C'est vraiment cet alignement des planètes parfait que Laurent mentionnait, c'est que les citoyens demandent ça et le demandent de plus en plus, sans aller dans l'extrême suédois du Flixcam et la marche du climat. Mais voilà, je disais, il suffit de regarder autour de nous. Les États, il y a eu les accords de Paris, la COP plus récemment, les ODD, et puis les entreprises chez qui la prise en compte des critères ESG est de plus en plus importante. Et quand vous avez tout le monde qui veut la même chose, qui a un rôle à jouer, qui est central, c'est les investisseurs. Oui. Et donc c'est un ensemble, vraiment, c'est un écosystème qui est là maintenant, où on a cet alignement parfait des planètes, et les CGP, les investisseurs, ont un travail à faire.
Très bien. Je reviens un instant sur la notion d'alignement d'intérêt parce que je pense que c'est clé. Celle vient de le mentionner. Ça fait des années qu'on assiste à une émotion, à des prises de décision relatives notamment au climat, mais pas que, du reste. Et vous mentionniez, Pierre, les institutionnels. Force est de reconnaître que les institutionnels sont sur le sujet, au même titre que nous, finalement, asset managers, sur la prise en compte de cette dimension. Et pour certains, ils sont vraiment très en pointe. Donc, de notre point de vue, ils participent clairement à l'effort collectif qu'on doit mettre en place aujourd'hui et rapidement. Et ça, c'est quand même important de le noter. Et on voit également, et en effet, dans cette notion encore d'alignement d'intérêt, une demande de plus en plus forte sur des segments de clientèle qui vous intéressent, qui sont de l'ordre des clients individuels. Et c'est tant mieux, clairement. D'accord. Et du coup, au-delà du nous, on a un prisme très financier, mais comment on mesure la durabilité, l'impact? C'est des vraies questions aussi. Ça paraît un peu compliqué d'appréhender ce sujet. Anne-Claire? Alors, chez Sycomore, on a développé en interne, avec des partenaires qualifiés qui ont des expertises sur les domaines environnementaux ou sociaux, des métriques de contribution. Donc, une contribution environnementale nette et une contribution sociétale. Pourquoi on a développé ces métriques? Je refais un petit pas en arrière dans l'histoire, mais en 2015, quand on lance notre fonds environnemental, on regarde l'indicateur le plus utilisé en environnement, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle nous dit quoi? L'empreinte carbone, elle nous dit que Alstom a une empreinte carbone qui est 4 fois plus élevée que celle de Ferrari. Et donc, si je veux baisser l'empreinte carbone de mon portefeuille, ce qui me paraît une bonne idée à la base pour contribuer à la transition écologique, je désinvestis du rail et d'un transport qui est plutôt écologique et j'investis tout dans des voitures de sport. Et pour déplacer des personnes sur des kilomètres, je me rends compte que l'impact environnemental est complètement à l'opposé de ce que j'ai cherché à faire avec mon portefeuille. Du coup, on a décidé de développer la NEC. La NEC, c'est Net Environmental Contribution. L'idée, c'est qu'on va prendre en considération l'ensemble du cycle de vie d'un produit et les impacts environnementaux majeurs. Donc, on a beaucoup parlé de carbone, on parle donc de climat quand on parle de carbone, mais il est important de comprendre qu'il y a non seulement le climat, mais également les ressources, les déchets, la biodiversité, l'eau, la qualité de l'air, qui sont des enjeux qui vont être interdépendants entre eux. Et là, je m'explique. On ne peut pas limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. On ne peut d'ailleurs pas non plus le limiter à 2 degrés si en même temps on ne prend pas soin de la biodiversité, des cycles de l'eau, de tous les mécanismes que la nature offre pour absorber les pollutions. Donc on a un modèle qui est multi-enjeux environnementaux, qui est sur l'ensemble du cycle de vie du produit et qui va mesurer les impacts positifs et négatifs pour chaque fonctionnalité donnée. Une fonctionnalité, c'est par exemple, si j'en reviens à mon exemple de la mobilité avec les trains et les voitures, c'est déplacer une personne sur 1 kilomètre. Quel est l'impact environnemental moyen d'une voiture de Renault, d'une Tesla, d'un train de Alstom ou d'un vélo de Axel Group? Et là-dessus, on construit des modèles qui, en fait, sont vraiment de l'impact physique et qui donnent une indication réelle de quel est l'impact de nos investissements ou en tout cas la contribution des entreprises dans lesquelles nous, on investit, parce que ce n'est pas moi qui ai l'impact là-dessus, que les choses soient claires, pour à la fois choisir les entreprises et rendre compte aussi de cet impact par rapport à d'autres choix que j'aurais pu faire. Et là-dessus, c'est extrêmement important parce que là, on dépasse le cadre du modèle financier et de la prise en compte des risques inhérents aux financiers pour mesurer la contribution des solutions financées à l'environnement. Ça veut dire, je mesure, est-ce que mon fonds ou est-ce que l'argent que l'on me confie est placé dans des choses qui vont dans le sens de la transition écologique, parce qu'au final, c'est ça qui importe pour la planète. Donc on a fait ça pour l'environnement, on a fait une métrique qui reprend les mêmes principes sur la dimension sociétale. Alors là, on va rentrer dans le débat, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plein de partis pris et c'est qualitatif, mais on a essayé de s'appuyer sur des cadres qui existent, qui sont reconnus par les Nations Unies, par les grands organismes de santé, etc., pour avoir vraiment une idée de la contribution des produits et des services que l'on finance
sur la société et sur l'environnement. Et c'est comme ça qu'on s'assure qu'on a des fonds qui répondent aux objectifs que l'on se fixe et aux promesses que l'on fait à nos clients d'avoir des fonds qui contribuent positivement sur ces enjeux-là. Merci. Non, mais je voudrais juste sur ce point dire un petit mot simple. On a démarré avec des modèles et on notait les sociétés. Donc on les notait sur 10 et on vous disait, voilà, si elle a 7 sur 10 plutôt que 5 sur 10, c'est une société qui est plus responsable. Allez expliquer ça à vos clients, c'est pas gagné, parce que finalement, ça dit rien du tout. Et donc, le sens de notre métier, c'est d'aller de plus en plus vers des indicateurs physiques qui permettent, comme tu viens très bien de l'expliquer, de mesurer. Alors, on a beaucoup utilisé les objectifs de développement durable des Nations Unies, parce que finalement, on avait là 17 objectifs de développement durable avec des critères qui nous permettaient de nous caler. En fait, ils ont été inventés plutôt pour les pays que pour les entreprises. Mais bon, on arrive à reprendre les principes et à essayer de trouver des mesures physiques. Alors on a fait des empreintes carbone, on parle de température, ça vous dit quelque chose un peu plus, et quand vous avez à parler avec vos clients, au moins vous connaissez l'objectif du fonds, vous savez quels sont les objectifs quantifiés qu'on peut vous donner, et ça parle, je pense, un petit peu plus qu'une note de quelques points sur 10 et qui disait finalement pas grand-chose, mais qui nous permettait au moins dans un premier temps d'avoir une hiérarchie des titres, et quand on avait des sélections de valeurs à faire. Voilà, je pense qu'on va dans ce sens-là. La chose étant que pour avoir ces informations, et on reboucle sur la donnée, il faut avoir les données, et que le coût de ces données est relativement élevé, et que dans beaucoup de cas, on n'a pas la donnée, et donc quand il manque des données, il faut les calculer, les estimer. Et c'est là où on va trouver une forme de normalisation et de comparabilité pour vous, pour faire votre travail correctement, entre les fonds. Et c'est à ça que sert la taxonomie, c'est à ça que servent aussi toutes ces réglementations qui visent à ce que les entreprises publient. Et comme vous le savez, comme je le disais tout à l'heure, quand elles vont publier leur rapport, il y aura des éléments extra-financiers qui influencent le financier, c'est sûr, mais qui devront être intégrés dans les rapports annuels. Et donc ça, petit à petit, on l'aura. Mais on l'aura, CSRD, c'est 2023, donc on pourra s'en servir en 2024. C'est pas encore tout à fait là. Mais certaines de ces entreprises publient. Et donc on arrive petit à petit à avoir cette information. Là-dessus, je nuance un peu vos propos parce qu'en fait, il y a 10 ans, on avait vraiment un problème d'accès aux données. Il n'y avait absolument pas d'informations dans les rapports de développement durable des entreprises. Aujourd'hui, on croule un peu sous toutes sortes de données fournies par des Bloomberg, des MSCI, etc. Mais c'est des points de données. Et si on ne sait pas quoi en faire, en fait, de toute façon, on n'est pas capable de juger de leur qualité, on n'est pas capable de juger de leur pertinence ou de les interpréter. Donc là-dessus, moi je suis assez modérée par rapport au fait que le problème vienne du fait qu'on n'ait pas accès à la donnée. Je pense qu'on peut aussi utiliser des proxys qui sont des bons indicateurs. Parfois, il vaut mieux avoir un proxy sur 80% du problème qu'en une donnée exacte sur 5% du problème. Et on peut dépasser un peu cette question de la donnée en utilisant certaines données que l'on s'approprie bien et que l'on sait utiliser à bon escient pour comprendre toujours l'entreprise, parce que c'est quand même ça notre métier, c'est de comprendre l'entreprise et savoir lesquelles vont être performantes du point de vue boursier. Merci, merci à tous pour tous ces éclairages. Est-ce que vous m'autorisez un appel ? L'ADEME a publié cette semaine un rapport sur les scénarios possibles. Il est en français, il y a un résumé pour les décideurs. Je vous conseille de le lire, ça vous donnera une bonne tonalité et pas mal d'arguments dans les discussions avec vos clients, au-delà de ce qui se raconte dans les journaux télévisés et dans les cafés du commerce. Voilà, je n'y ai aucun intérêt particulier, c'est un organisme d'État, mais c'est très bien fait. Donc ça donne une bonne base de remarques, si vous me permettez cette petite incursion. Et à vous écouter, moi je me suis posé une question, c'est que, en fait, si aujourd'hui en tant que CGP on ne prend pas en compte le développement durable, est-ce qu'on ne prend pas le risque finalement que le développement de nos cabinets ne soit pas durable ? Je vous laisse méditer là-dessus. Et donc pour conclure, être ou ESR, c'est la question ? Non, pas vraiment en fait. Je crois qu'il y a plus de questions, vous y avez répondu. Je crois qu'il y a un consensus. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous les quatre.